Ils font demi-tour les voyageurs, mais ils ne reviennent pas. L'exil leur chemin, le ciel où prend sa source, leur ombre qui s'étire dans la poussière d'une vérité inaccessible, mais qu'ils poursuivent. Ils marchent à rebours du temps, déchiffrant sur une pierre un nom presque illisible. Ils cherchent dans la mort un passeur qui les reconnaisse, mais il n'y a personne dans la nuit d'autrefois. Cependant, ils vivent entre ici et nulle part, sur une terre de hasard. Leur ombre s'efface, identique à une vague, à un pas, à un mot qui ne veut plus rien dire. J'ai souvent écrit des poèmes en voyage. Quand j'avais 30 ans, 35 ans, c'est là que j'écris mes quelques recueils de poèmes. La poésie, c'est quand même un acte brutal, très rapide. D'abord, il y a le condensé de la forme. La poésie, c'est un objet que l'on pose, etc. Le roman, c'est la construction du monde, d'un monde en tout cas. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé, je vois une distinction plus intéressante. La poésie, pour moi, elle est liée à l'espace. C'est un bloc d'espace. Le roman, il a fondamentalement à voir avec le temps, la durée. Indépendamment de la longueur. Il y a des très longs poèmes, bien sûr, et des très courts romans. Et puis je pense aussi que la poésie, c'est une affaire de jeunes gens. Ce moment, quand on a 20 ans, 30 ans, on va dévorer l'espace toujours. Et à un moment donné, ça s'arrête. D'ailleurs, je crois pas aux vieux poètes. Pour moi, la poésie, il faudrait interdire de poésie toute personne supérieure, qui a un âge supérieur à 40 ans. Après, il y a du Bouchet, tout ça, ils peuvent se répéter à l'infini. C'est facile d'écrire un poème et puis un autre, à la manière d'eux, on se copie soi-même, c'est absolument impossible. Enfin, pour moi, c'est inimaginable. Parce que son champ est limité? Oui, le champ est limité parce que quand on vieillit, de toute façon, le champ se rétrécit. Et donc, il reste quoi dans le champ? Ce qu'on a écrit avant. Et donc, on va se répéter, tout simplement. On n'a plus la force d'avaler l'espace. L'écriture, pour moi, c'est une alchimie, c'est quelque chose de mystérieux. C'est un courant d'ombre qui me traverse, mais où je prends une part médiocre. Voilà. Qu'est-ce que l'écriture pour moi? On pourrait dire que j'ai un engagement personnel, un style. Quelquefois, je peux comparer ça à quelqu'un qui tombe sur un cheval dans un pré, qui s'approche de lui. Il a les rênes à son poignet, et puis le cheval démarre, et le type est traîné derrière le cheval. Voilà. Donc, la force, c'est le cheval,
ça passe à travers moi, puisque je suis traîné derrière, si je puis dire. Mais voilà. Alors, le pré, c'est en fait, on dira que c'est la littérature en général, c'est la lecture. C'est-à-dire que je ne pourrais pas vivre si je n'ai pas de livres autour de moi. C'est en cela que je ressemble au vieux débris que je décris hein, dans ce roman. Donc c'est plutôt, à ce moment-là, on pourrait dire que cette force, ce cheval, c'est plutôt la littérature en général, les auteurs que j'admire par-dessus tout, Kafka et d'autres. Et donc là, en effet, en les lisant, il y a quelque chose, c'est ce qui me permet de vivre. C'est ce qui me permet de vivre. Je n'imagine pas un monde sans livres autour de moi. J'ai déjà passé 5 jours dans le désert, bloqué à une frontière, au sud du Sahara, jadis, et j'avais un livre dans ma poche, et je pouvais attendre la nuit des temps. Pour la prose, quand on est devant Kafka ou Proust, on se dit mon Dieu, que faire? Et je ne sais pas, je pense que dans tous mes livres, il y a toujours de toute façon des livres, la littérature. Tout à l'heure, je parlais du début du pressentiment du courant sous-jacent. C'était par Bernanos et Rimbaud. En quelque sorte, il me donnait cette force, il me donnait ce talent de continuer à écrire petit à petit. Hein, voilà. Alors pourquoi j'écris plutôt que pas? Bon, j'écris quelques phrases comme tout le monde, et puis à un moment donné, il y a sans doute, je ne sais quoi, un appel, quelque chose, venu du fond des siècles, qui me fait écrire. Délavés et posés sur le bord des gares de triage désaffectés, urinant au petit matin sur un enchevêtrement de rails rouillés et fuyant sous les herbes hautes dans toutes les directions d'un monde qui n'existait plus. J'ai aussi trouvé refuge dans des corps de ferme abandonnés où se balançait l'ombre des pendus anciens ou nouveaux, accrochés à la même corde qui traverse les siècles, tressés avec des bouts de dettes, des bouts d'enfants morts et de femmes délaissées, des bouts de mauvaises récoltes, de bêtes crevées et de machines en panne qu'on ne peut réparer. Un jour, j'en ai dépendu un de paysan qui se balançait au fond d'une grange. Il pleuvait. Le chemin menant à la ferme n'était que ruisseaux qui se rejoignent, et moi, je pataugeais. La nuit était proche, mon manteau trempé. J'ai vu un corps de ferme au loin et j'ai coupé à travers champs pour m'y abriter. Parfois, cela se passait bien, parfois j'étais chassé, mais j'avais bon espoir d'être accepté tel que j'étais, barbu, la tignasse folle, avec mon manteau boueux et mes godasses trouées. Nul bruit quand je me suis approché. Aucun chien n'aboyait sous la pluie qui tombait à verse. J'ai couru sur les derniers mètres, me suis précipité dans une grange ouverte, et c'est là que j'ai vu le pendu, oscillant dans une clarté sale qui semblait suinter des murs. Les mains sur les genoux, j'ai repris souffle, content d'être au sec dans la remise de Dieu. J'ai pensé absurdement. Et dans la remise de Dieu, il y avait ce pendu qui oscillait, sans qu'il y ait le moindre souffle de vent, et je me demandais pourquoi il balançait encore. Sans doute était-ce dû à la poussée violente et récente de ses jambes sur le bâti rouillé de la machine d'où il s'était lancé, la poussée d'un corps qui veut mourir et qui n'accepte pas d'attendre plus longtemps. Je voyais qu'il était mort, les yeux révulsés, la langue épaisse et pendante comme celle d'une vache hors de ses lèvres retroussées.
Je me suis aperçu qu'en effet, à travers même la mécanique des phrases qui s'enchaînent et qui s'étirent, des pensées peuvent survenir ou peuvent se faire jour à travers les phrases, alors qu'il n'y a pas le temps dans le poème. Il n'y a pas le temps, c'est vraiment un bloc contracté et brutal. Et donc il y avait une espèce de liberté. Finalement, j'ai peut-être ressenti un espace de liberté dans la prose, alors que dans le poème, c'était plutôt une nécessité. Dans la prose, il y avait cet espace de liberté, avec ces images qui se chevauchent, qui arrivent là comme ça, et qui finalement forment un tout. C'est peut-être la promenade immobile de l'écrivain nomade, hein, c'est-à-dire que, en effet, chez moi, il n'y a jamais de plan préétabli, je n'ai jamais en tête donc ce que je vais écrire, donc je laisse glisser les choses, et comme je l'ai dit l'autre fois, à un moment donné, ça passe ou ça casse. À un moment donné, s'il y a quelque chose qui brutalement vous interpelle et vous attire, et vous dites, tiens, ça y est, il y a un rythme, il y a quelque chose qui se fait jour, et je vais suivre ce chemin, et je vais suivre ce chemin. Donc c'est un promeneur sur un sentier non balisé, hein. C'est un promeneur, en fait, qui invente son chemin au fur et à mesure de ses pas. C'est ça, écrire un roman, en tout cas pour moi. Je pense que tout le monde peut écrire, évidemment. Tout le monde peut écrire. Après, il faut trouver sa voix. C'est cette voix intérieure, en effet, mais qu'on ne peut pas, soi-même, qu'on ne peut pas analyser. C'est ce qu'on appelle un style, par exemple. Si je lis tes livres, je reconnaîtrai tout de suite ton style, ton être propre. Comme moi, par exemple, que ce soit sur une lettre, un poème ou des phrases, je pense qu'on peut reconnaître mon style, c'est-à-dire, comment dire, la griffure de ma présence sur un support. Mais c'est en effet, par contre, c'est la présence entière qu'il y a dans l'écriture. Je n'ai pas dit que c'était quelque chose d'évanescent. Je pense que c'est ce qui est au plus profond de soi. Mais comme on se montre très souvent, et comme tout ce qui nous est important nous est souvent caché, ce qui sort, c'est ce qui nous est caché. C'est pour ça qu'il est très difficile d'analyser le processus d'écriture. Je suis sans doute plus Christian Dufourcquet dans mes textes que dans ma vie courante. Voilà. Et qui est Christian Dufourcquet dans un texte? C'est quoi? Cette espèce de griffure de quelques mots dans le néant. Le signe de sa présence sur Terre. Et il faut aussi que je dise quelque chose de quelqu'un de très important. C'était le frère de ma mère qui était curé et qui était lui un fin lettré. Cet homme, d'ailleurs, il apparaît dans un chapitre, Louis, et fut très très important pour moi, pour me dessiller les yeux, hein, pour les ouvrir un peu, hein, quand même. Je dirais jamais que je me suis fait tout seul. Même si, d'un point de vue lecture, je suis un parfait autodidacte, c'est-à-dire que je suis allé piocher partout, à droite à gauche, tout ce qui me plaisait. Mais cet homme a été vraiment essentiel pour cela. Avec une santé qui a toujours été très chancelante, j'ai quand même... je n'ai pas regretté ma vie. Je n'ai pas regretté ce que j'ai vécu. Je n'ai pas fait d'erreur tragique, en quelque sorte, où je me sois plié à une règle commune et où j'ai été malheureux. Non. J'ai plutôt finalement bien mené ma barque à la godille. Malgré tout, j'ai bien mené ma barque. Donc si je meurs bientôt, ou demain, ou dans 1 an, ou dans 10 ans,
je n'aurai pas de regrets. Je n'aurai pas de regrets. Les jeunes gens parlent beaucoup de la mort. C'est très facile de parler de la mort quand on est jeune. Et plus les gens vieillissent, plus ils évitent de s'approcher de ce concept. Ils trouvent beaucoup plus prudent, parce que c'est plus proche aussi sans doute. Mais la mort, évidemment, quand on écrit un roman, on est confronté à ces grandes questions. Il y a le temps, ça c'est sûr. La mort, oui, oui, ces choses-là. La souffrance des autres, la sienne. Écrire un roman, c'est peut-être aussi agiter un leurre devant la mort. C'est peut-être cela aussi. J'entends le bruit lointain d'un marteau qui cogne contre un essieu, et c'est comme si le train m'enveloppait maintenant. Je vois l'ombre courbée d'un paysan en contrebas. Une rafale de neige l'emporte à l'instant où le train démarre lentement. Une masse informe et stupide que rien au monde ne saurait arrêter et qui m'entraîne dans son mouvement. Je suis dedans et dehors à la fois. Tout s'efface. Je perds la notion de l'espace et du temps et vois des fondrières, de petits oiseaux, un épervier et des corneilles volant sur un fond d'herbe agité par le vent. 1, 2. Des charrettes broient des pierres sous leurs roues. De grosses gouttes de pluie tombent sur une terre détrempée. Quelqu'un entre ou sort d'une maison de briques rouges, humide de la rosée du matin. La pluie tombe sur les champs. Une file de mules lourdement chargées longe un précipice sous la lune. 100. 1. Des maisons coniques, les unes basses, les autres élevées, surgissent avec des fenêtres étroites et obliques, d'où s'échappent des capucines violettes qui grimpent le long des murs. Un rire lointain retentit. Une chanson s'élève et meurt dans une bouche qui flotte au bas d'un visage qui est une flaque de ténèbres. Viens, allons boire du vin. Si nous ne buvons pas maintenant, quand donc boirons-nous? Un jour gris surplombe une rue envahie d'herbes folles. Dans une plaine crépusculaire, rougeoie de lointains incendies. 100. Un lézard grimpe sur un arbre, un autre descend. Un colibri explore une fleur. De vastes papillons voltigent dans un air chargé de sifflements, rongements, cliquettements. Je me bats pour rester éveillé, ouvre grand les yeux. Ce qui m'arrive, je le sais, et ne le veux pas. Les livres me dévorent, ils ont attendu tout ce temps, et ma faiblesse actuelle pour voleter autour de moi, sans ailes et sans poids, mais avec des becs pour me détruire. Ma faiblesse est grande, est immense. Je ne peux que me soumettre et accepter, et au moins, pour quelques-uns, apprécier leur façon de me veiller, en me laissant croire qu'ils se soucient de moi. Je me débats, ne veux pas perdre à nouveau conscience. Ma bibliothèque, je l'ai toujours su, est un tombeau, et je suis là, couché dans ces débris éparpillés, en but à ces derniers assauts. C'est comme une plateforme mobile, battue par un vent violent, sur laquelle des livres répondent à l'appel d'un contrôleur à la tête de chacal, agitant leurs pages pour me réchauffer. Je sens leur présence autour et au fond de moi, ne peux les saisir ni les feuilleter comme autrefois. Mes yeux se ferment, mon esprit bat une campagne qui n'est qu'une fuite de lignes. Derrière ma nuque immobile, à nouveau le cercle de voix se referme, me submerge. 1, 2. Quand je mourrai, on pourra peut-être dire à des gens qui m'ont connu, ah tiens, ça c'était lui. En effet, c'est possible.
Et c'est une piètre éternité quand même. Mais c'est juste un souvenir, plutôt un souvenir de quelqu'un, qui s'effacera comme s'efface toute chose.